Bonjour, nous allons revenir ensemble sur le sujet proposé en culture générale pour le concours 2022 d'officier de police, à savoir la fête dans nos sociétés contemporaines, accélérateur ou déliquescence du lien social. Pour traiter ce sujet, nous allons, sans surprise pour les étudiants de l'ISP, bien sûr, appliquer ce que nous avons vu en termes de méthode et ce sur quoi nous nous sommes entraînés au cours des prépas. D'abord, si on avait eu simplement la fête dans nos sociétés contemporaines, ça aurait été à nous d'essayer de voir où était l'ambivalence, la tension, mais ce n'est pas la première fois que c'est fait pour le concours d'officier de police. Comme souvent, on nous propose les termes de l'alternative. Voilà. C'était déjà le cas l'année dernière dans le sujet sur Internet et les réseaux sociaux. On nous propose les termes de l'alternative, de la tension, on nous les met sous le nez. Est-ce que la fête est un accélérateur ou une déliquescence pour nos sociétés contemporaines, du lien social dans nos sociétés? On n'est pas surpris non plus que le sujet ait pour périmètre nos sociétés contemporaines. Voilà. C'est bien sûr la société française, et puis peut-être toutes celles qui lui ressemblent, puisque sur bien des sujets, il y a des évolutions communes aux sociétés européennes ou occidentales contemporaines, bien entendu. Bon, ensuite, les choses me semblent assez claires. Le grand 1 doit montrer cette ambivalence entre accélérateur et déliquescence du lien social, avant dans le grand 2 de dépasser tout cela et de voir en quoi aujourd'hui les choses se compliquent, se modifient, se perturbent, ce qui amène sans doute à la recherche d'une certaine restauration, rééquilibrage, rappel d'un certain nombre de valeurs. Voilà. Donc un sujet qui peut paraître déroutant comme ça, parce que lorsqu'on passe un concours de la police, on ne s'attend pas à ce qu'on nous parle de la fête, mais en fait un sujet assez classique dans sa forme, et même classique sur le fond. Lorsqu'on y songe, dès lors qu'on voit bien que la fête, et le sujet nous le dit, a un rapport avec le lien social, on sait que nos sociétés, lorsqu'on parle de l'identité, lorsqu'on parle de la mémoire, lorsqu'on parle de tous ces sujets, on voit bien qu'il y a une ambivalence. Lorsqu'on rassemble l'ensemble de la société, c'est plutôt bien, c'est le vivre ensemble, etc. C'est la mémoire, c'est l'identité, c'est la fraternité, la solidarité, c'est important lorsque ça concerne l'ensemble de la société. Et quand on veut entrer dans la police, on est favorable à la cohésion sociale, bien entendu. On est un républicain. En revanche, lorsque ça concerne qu'une partie de la société, une communauté, un petit groupe qui veut faire sa fête, alors que d'autres font d'autres fêtes, etc., ça peut être un risque. Ça vaut pour tous les sujets identitaires, communautaires, mémoriels, etc. Et donc on voit cette ambivalence assez naturellement. Peut-être que ce que certains étudiants ont pu oublier, c'est aussi, et l'intérêt de la culture générale, c'est justement de prendre du recul, c'est aussi que sans attendre les questions communautaires d'aujourd'hui et ce risque de déliquescence finalement du lien social qui se traduit notamment par le fait que chacun ait ses fêtes, qu'on songe évidemment aux fêtes religieuses, mais pas seulement, sans attendre ça, ce côté communautaire au service de la déliquescence, dès le départ, les fêtes, finalement, sont aussi une remise en cause, voire une transgression de l'ordre social et de l'organisation de la société et donc du lien social, d'une certaine façon. La fête, c'est un jour différent, où on fait des choses différentes, où il y a de la violence, des exactions, depuis toujours, depuis longtemps. Il y a de la transgression, une forme de dissolution aussi de la société. Et ça, c'est depuis le début. Peut-être que ça manquera dans certaines copies, c'est dommage, parce que ça permet de montrer que dès le départ, il y avait cette tension dans la fête. Il faut qu'on rappelle à tous nos étudiants que la culture générale, c'est une matière qui a notamment pour but de mettre en perspective, en donnant un peu plus de hauteur historique, philosophique, conceptuelle, des événements qu'on a sous les yeux, en se demandant mais est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça? Est-ce que, voilà, finalement, on prend un peu de hauteur. Et on se rend compte, quand on prend un peu de hauteur et de perspective, que la fête a toujours eu cette ambivalence, avant même d'en arriver
ce qu'on fera dans notre 2A, aux enjeux contemporains de type communautaire et risque de déliquescence. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire au préalable. Un sujet, somme toute, classique, bien pensé, qui paraît original, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. Venons-en donc maintenant à notre plan, celui que je vous propose pour traiter ce sujet. Grand 1, l'ambivalence originelle de la fête qui conforte et remet en cause l'organisation de la vie en société. Grand 1, l'ambivalence originelle de la fête qui conforte et remet en cause l'organisation de nos sociétés. Voilà. Alors, je rappelle que je mets originel dans le titre, mais la culture générale traite de ce qui se passe dans nos sociétés contemporaines. Il n'est donc pas question de se dire que le Grand 1 doit être une partie historique. Les étudiants de l'ISP le savent très bien, on a pas mal parlé de cette question. Non, on parle de la fête actuellement. Voilà. Mais il y a une ambivalence originelle qui est encore vivante actuellement, évidemment. A, la fête rassemble la communauté. Ou la fête rassemble la société. Ou la fête au service du lien social. Vous mettez ça comme vous voulez. Le A. Là, on va expliquer que, bien entendu, les fêtes ont un côté... les fêtes s'inscrivent dans une communauté. Dans une communauté, alors que ce soit une cité grecque, une communauté religieuse, un État, une famille aussi, que l'on songe aux fêtes d'anniversaire, par exemple, et la fête rassemble la communauté autour d'éléments communs. La fête insiste sur le commun. Or, on est lié par ce que l'on partage. C'est ce que dit Dominique Schnapper dans Qu'est-ce que la citoyenneté ? Ce qui nous lie, c'est ce que nous partageons. Donc chaque fois que nous mettons en valeur ce que nous avons en commun, ce que nous partageons, eh bien nous renforçons nos liens, bien sûr. Et la fête a cela de particulier que de mettre en avant ce que nous avons en commun et donc de renforcer les liens. Alors ça vaut bien sûr à l'échelle privée, les fêtes d'anniversaire, les fêtes de mariage, les fêtes à l'occasion d'événements religieux, communion, bar mitzvah, etc. Ça vaut à l'occasion des choses privées. Ça vaut aussi, bien sûr, à une échelle plus large. Notamment, longtemps, les fêtes ont rappelé l'importance commune d'appartenance à une croyance religieuse. Par exemple, que ce soit en Grèce, les grandes fêtes étaient le rappel de la vie des dieux, voilà, le rattachement aux dieux. Et dans les religions ensuite issues de la Bible, le Shabbat, qui est un rappel d'un événement, le 7e jour de la création du monde. Évidemment dans les fêtes du christianisme, les grandes fêtes, Noël, la naissance du Christ, Pâques, la mort la crucifixion du Christ, l'Assomption, l'Ascension, la Pentecôte, des grandes fêtes, et même chaque jour dans la tradition chrétienne est une fête. Chaque jour on fête un saint. Chaque jour est le rappel d'événements, qu'un événement qui a été passé, qui est la vie d'un saint. Voilà. Et donc il y a une espèce de fête permanente finalement déjà dans le christianisme. Alors dans l'analyse de détail, on verra qu'il y a quand même une petite différence. C'est que dans l'Antiquité, on a une conception du temps cyclique, c'est-à-dire pas une conception du temps linéaire, et donc les dieux que l'on fête à Athènes, par exemple, ou dans les autres cités grecques, sont des dieux qui sont toujours là. En fait, on se rappelle que nous vivons sous la protection et avec ces dieux-là. Ils sont encore là. On est dans un éternel présent. Alors que dans les religions judéo-chrétiennes, qui ont une conception cyclique du temps, eh bien, on se rappelle un événement passé de l'histoire du peuple juif,
de la vie de Jésus ou de la vie du prophète. Voilà. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Il y a une question mémorielle déjà. On se rappelle d'événements passés qui constituent notre communauté aujourd'hui et qui permettent de se rassembler. Donc croyance religieuse bien sûr, mais la fête permet aussi de se retrouver autour d'éléments communs d'autres natures que simplement religieuses, notamment politiques. Voilà, avec par exemple les fêtes qui étaient données pour le jubilé d'un souverain, d'un prince, d'un roi, d'une reine, et pour la naissance d'un héritier au trône. Voilà, où là, on sonnait des coups de canon et c'était la fête dans tout le royaume. Voilà, fête ordonnée en quelque sorte par le souverain et pour tout le monde, pour l'ensemble de la commune, pour l'ensemble des sujets finalement. Hein, donc on retrouve cette fête, voilà, ce lien qui marque l'appartenance au royaume finalement. Et le fait que cette famille royale dont on fête un anniversaire, une naissance, c'est bien la famille de nos souverains, à nous tous. C'est ce que nous avons en commun. À l'époque plus contemporaine, on va fêter certaines dates, bien entendu, une fête nationale. Tous les pays aujourd'hui, toutes les communautés nationales, toutes les nations ont un jour de fête nationale. Voilà, hein, qui correspond à un événement important. Pour parfois création du pays, 21 juillet en Belgique, recréation du pays, 3 octobre, réunification allemande, et création du pays en tant que république, on va dire, ou autour de valeurs nouvelles, 14 juillet en France. Voilà, et ce sont des jours qui donnent lieu à non seulement des commémorations, des manifestations officielles, défilés militaires et autres, mais aussi à des fêtes. Hein, feu d'artifice, le bal du 14 juillet en est l'illustration la plus emblématique. À la fois bal, mais aussi fête foraine, partout sur le territoire. Voilà, donc on a ce lien-là. Ce qui est important de noter, donc la fête rappelle ou met en valeur ce que nous avons en commun et donc conforte le lien social. Dans cette partie-là, il y a aussi des choses un peu transversales qu'on peut mettre en valeur. D'abord, le lien entre le privé et le public. Hein, par exemple, on a parlé des naissances royales, qui sont un événement privé qui devient un élément de fête publique, mais aussi, traditionnellement, encore aujourd'hui d'ailleurs, dans la communauté villageoise, un mariage, c'est pas seulement une fête pour la famille, ou les amis proches, ou les amis, c'est aussi une fête pour tout le village. Voilà, le maire donne un vin d'honneur à l'occasion d'un mariage, tous les habitants du village sont souvent invités. Voilà, un mariage, c'est une fête pour tout le village. Donc le lien entre le public et le privé, le lien aussi entre le religieux et le profane. Un certain nombre par exemple en France, il y a beaucoup de fêtes à l'occasion du 15 août. Le 15 août, c'est l'Assomption, c'est une fête religieuse, hein, qui est l'élévation du corps de Marie, la mère de Jésus. Bon, voilà, c'est une fête religieuse qui est devenue un jour férié, mais qui donne lieu à des fêtes, je dirais souvent des fêtes foraines, par exemple. Hein. Donc il y a beaucoup de passerelles, l'idée étant à chaque fois de rappeler une solidarité, une appartenance, et donc la fête est au service du lien social. À telle enseigne, d'ailleurs, que dans les régimes, je dirais, qui admettent assez peu de liberté, finalement, la non-participation, les fêtes sont un élément très important qui peut être utilisé de façon un peu autoritaire. Bien sûr, on voit l'importance des fêtes de commémoration d'une révolution, par exemple, pour la révolution d'octobre, les fêtes qu'il y avait en URSS, avec obligation pour tout le monde de participer à l'ensemble des manifestations et suspicion de ceux qui n'y participeraient pas. Et encore plus traditionnellement, la question de Socrate. Socrate est condamné à mort parce qu'on lui reproche de détourner les jeunes des dieux de la cité, et notamment d'inciter finalement à réfléchir en soi-même plutôt qu'à aller communier avec l'ensemble de la communauté des citoyens athéniens lors des grandes fêtes. Voilà, donc il y a vraiment, pour ces régimes très soucieux de lien social,
pour ces sociétés de type holistique, pour reprendre la distinction de René Dumont, hein, par rapport aux sociétés individualistes, ben pour ces sociétés holistes, la fête est un élément parfois de coercition. Voilà. Donc ça, c'est le 1A. Maintenant, le 1B, on va rappeler que dans le même temps, et c'est tout à fait le propre d'un grand 1, la fête est aussi, encore originellement et encore aujourd'hui, donc la fête remise en cause de l'organisation de la vie en société. En effet, ça paraît peut-être rien, mais la fête est une exception et une remise en cause de la vie en société. La fête est un événement, donc généralement un jour ou une situation ou une manifestation, un événement exceptionnel qui rompt avec l'organisation de la vie de la société. Il y a une suspension de la vie habituelle, on ne travaille pas, par exemple, on ne se livre pas aux activités habituelles, même lorsqu'on considère que ces activités sont un devoir, hein, et le Shabbat, évidemment, en est la principale manifestation, de même que les fêtes aujourd'hui chrétiennes, enfin les jours fériés, comme on dit en France, sont des jours chômés. Hein. Voilà, jour férié égale jour chômé. C'est-à-dire ce qui caractérise le fait qu'il y ait une fête, c'est le fait qu'on ne travaille pas, alors même qu'on n'est plus tenu de participer à des événements collectifs. Comme c'était le cas dans la cité athénienne. Lorsque c'est le 15 août, chacun fait ce qu'il veut de sa journée, mais on ne travaille pas. Voilà, donc suspension de la vie habituelle, peut-être transgression d'un certain nombre de règles, ou d'habitudes, en tout cas, on ne se couche pas à l'heure habituelle, on ne s'habille pas comme de façon habituelle, on ne mange pas comme de façon habituelle, on ne boit pas comme de façon habituelle, et un certain nombre, donc parfois, de dépassements de limites, de transgressions, voire d'excès, qui peuvent être évidemment commis à l'occasion des fêtes. Ça va même encore plus loin, cette transgression va même parfois jusqu'à la volonté de perturber l'ordre social, de remettre en cause l'ordre social, de le confronter directement, que l'on songe notamment au carnaval, au Moyen-Âge, hein, où il y avait une inversion des rôles sociaux, et il y a encore, notamment dans le nord de la France, en Belgique, une tradition forte du carnaval, mais aussi dans d'autres régions du monde, hein, en Italie, au Brésil, des grands carnavals. Finalement, le carnaval, c'était le moment où il y avait un irrespect des règles habituelles, toutes les convenances, les obligations, les tabous de la société étaient suspendus le temps du carnaval, et on voyait par exemple de simples sujets ou de simples paysans prendre la place des seigneurs, défier les seigneurs, se moquer des seigneurs, se moquer de la religion, profaner des lieux sacrés. Même au Moyen-Âge, c'était le jour du grand défoulement, si je puis dire. Il y avait un côté comme ça exutoire, tout à fait surprenant. Hein, voilà, donc alors avec le recul, on peut dire que c'était une façon de compenser finalement les obligations et la pression sociale, la pression que le lien social faisait peser en temps ordinaire, mais la fête était une forme de négation de l'ordre social et de l'organisation de la société habituellement. On peut aussi référer au bacchanal, hein, donc les fêtes données à Bacchus, qui existaient à la fois dans les cités grecques, à Dionysos, hein, donc qui s'appelait Dionysos dans les cités grecques, donc les Dionysies, hein, l'esprit dionysiaque, pour parler comme Nietzsche, c'est-à-dire d'excès, de consommation d'alcool et de liberté, donner libre cours à tous ces désirs, à tous ces plaisirs de tous ordres, aussi à une forme de violence. Voilà, donc les bacchanales, ou les Dionysies, enfin bon, voilà, cité grecque et bacchanal, c'est cité, enfin c'est la Rome antique. Voilà, et donc là il y avait vraiment ce côté-là. Alors peut-être une nuance quand même, c'est que les bacchanales rappellent, surtout chez les Grecs, hein, les Dionysies, rappellent le lien avec Dionysos. Et Dionysos fait partie de l'Olympe, il fait donc partie de l'ordre du monde, et donc rendre le culte à Dionysos
en se comportant de façon dionysiaque, ce n'est pas transgresser l'ordre social, c'est vénérer une partie des valeurs de la société, qui sont celles-là. Et Nietzsche a rappelé que les sociétés antiques étaient fondées sur, et aujourd'hui encore nos sociétés pour lui, sur une polarité entre l'ordre apollinien, ordonné, rationnel, et l'ordre dionysiaque, les émotions, la force et la violence. Voilà. Donc dès le départ, il y a eu cette remise en cause c'est dans la fête dès le départ de l'ordre social, et même jusqu'à des choses assez innocentes comme les fêtes foraines. Finalement, la fête, c'est le moment où on se livre à des jeux d'étourdissement, par exemple. Hein, on s'étourdit. Huizinga parlait de l'homo ludens, l'homme joueur, hein, qui serait l'homme contemporain. En fait, on s'étourdit en permanence dans des manèges, etc. On perd l'équilibre, on perd un peu la raison. C'est ce qu'on recherche dans la fête. Et là, ça a encore une actualité aujourd'hui, je dirais, qui du point de vue de la police est quand même un peu problématique, puisque la fête demeure un moment privilégié. Donc d'abord, je dirais, de deux types de choses. D'abord, des conduites à risque. On mange de façon exceptionnelle. Bon, ça, la police va pas vous arrêter parce que vous avez mangé trop de foie gras et que vous aurez des problèmes de santé 10 ans plus tard. Hein. Mais on boit de façon... voilà, l'alcool est associé à la fête. Hein. Et le fait que l'alcool soit associé à la fête, ça a des conséquences sur l'ordre public, notamment sur la sécurité routière. Aujourd'hui, c'est une grande cause nationale au nom de la sécurité routière, que de veiller à ce que les soirs de fête, il y ait les opérations type capitaine de soirée, des contrôles d'alcoolémie renforcés, etc., etc. Parce qu'on a des conduites à risque qui ont toujours existé, mais qui, avec l'automobile, peuvent vraiment être meurtrières. Hein. Le fait d'être bourré, bon, ok, c'est une conduite à risque individuelle, qui peut amener peut-être quelques actes de violence limités. Le fait de prendre le volant en étant bourré, ça pose un problème pour la société. On le voit aujourd'hui. Donc des conduites à risque, par exemple l'alcool. Alors vous pensez sans doute aux rave parties. Effectivement, c'est un excellent sujet pour cette disserte. Je la mettrai ailleurs dans le devoir, mais les rave parties peuvent aller un peu partout, hein, dans cette dissertation sur la fête, en fait, hein, notamment du point de vue de la police, bien entendu. Donc, conduite à risque. Et le deuxième élément de ce qu'on voit encore aujourd'hui, ce sont des actes, des exactions, finalement, des actes de violence, voire des exactions. Hein. On peut quand même, alors traditionnellement, par exemple, le bal du samedi soir, la fête foraine était traditionnellement le lieu d'affrontement, de bagarre. Hein, un peu alcoolisé aussi, voilà, des choses auxquelles on ne se livrerait pas de la part de personnes qui n'étaient pas des personnes délinquantes ou ayant des comportements violents le reste du temps dans la vie normale. Mais là, il y a une espèce de déchaînement de la violence, de libération de la violence. Voilà, donc voilà, par exemple des violences contre les personnes, hein, des bagarres. Plus encore, des exactions qui peuvent être commises, non seulement contre les personnes. Alors contre les personnes, il y a aussi cette polémique qui avait eu lieu il y a quelques années en Allemagne sur des agressions sexuelles en masse de femmes à l'occasion du Nouvel An en 2016. Donc ça peut être donc des agressions contre les personnes, violences, agressions sexuelles, dirait-on aujourd'hui. Et puis des agressions aussi contre les biens. Aujourd'hui, tous les 1er janvier, donnent lieu finalement à une espèce de rituel de voitures brûlées. Voilà. Donc les voitures brûlées, c'est une espèce d'habitude maintenant du 1er janvier dans un certain nombre de territoires, mais de façon assez large quand même. Voilà. Alors qu'on ne le ferait pas, on le fait moins en temps normal. Parfois des exactions aussi outre les véhicules, contre d'autres types de biens, notamment des bâtiments, des magasins, les fêtes que peuvent représenter pour les supporters les grands matchs de sport, enfin les grandes rencontres sportives, notamment les matchs de football, donnent lieu régulièrement à des dégradations, à des destructions de boutiques. À Paris, il y a un lieu emblématique pour ça, qui sont les Champs-Élysées,
Voilà, lorsqu'il y a des matchs de certaines équipes. De même, les groupes de supporters, pour lesquels le fait de venir supporter leur équipe est en soi une fête, qui est un élément de rassemblement du lien social entre eux, pour prolonger la fête, finalement, pour aller au bout de la fête, en quelque sorte, il n'est pas rare qu'une fois sorti du match, qu'on ait gagné ou perdu, on se livre à un certain nombre de dégradations de ce type. Voilà. Donc, voilà finalement l'ambivalence de la fête qu'on a depuis le départ. Ensuite, on en vient à un grand 2 assez classique, finalement, qui est à la fois va montrer en quoi cette tension se complique, change de forme. Aujourd'hui, il y a de nouvelles questions qui se posent, qui fait que c'est plus compliqué, 2A, et qui ouvre la voie en 2B à finalement ce qui serait souhaitable. Et ce qu'on doit continuer d'essayer de faire ou ce vers quoi on doit aller. Voilà. Donc, vraiment une dissertation classique sur un sujet très classique. Hein. Donc, le grand 2 serait face, alors le titre du grand 2, face aux évolutions de la société, le défi de conserver la fête comme un élément de vivre ensemble. Face aux évolutions de la société, virgule, le défi de conserver la fête comme un élément de vivre ensemble. Voilà. Alors, il n'y a pas de verbe conjugué, mais on voit bien l'idée, il y a une virgule, une apposition. Vous pouvez reformuler ça autrement, hein. Mais moi, je présenterai ça comme ça. Je dis conserver la fête, pas refaire de la fête, parce que la fête reste quand même, pour une large part, un élément, je crois, de cohésion et de vivre ensemble. Et donc, l'idée, c'est pas de... Souvent, en culture générale, on a un paradigme de départ qui est encore vivant, un A, mais la réalité est devenue plus compliquée et décevante et problématique, un B. Et donc, et en plus, il y a encore des problèmes en 2A. Et donc, l'idée, c'est de revenir au paradigme de départ, comme disait Max Weber, revenir à la prophétie de départ, en 2B. Là, je ne crois pas qu'il y ait besoin de revenir complètement. La fête garde quand même ce côté intéressant pour le lien social et le vivre ensemble. Voilà. 2A, le triple défi posé par la société contemporaine. Donc en 2A, on va faire 3 sous-parties, ce qui n'est pas du tout un problème. Je pense qu'il y a 3 choses. Alors on peut regrouper les 2 premières, hein, mais vous allez voir. Il y a 3 évolutions de la société aujourd'hui qui compliquent, troublent, perturbent, qui sont autant de défis finalement par rapport à la question de la fête. D'abord, la première question, bien sûr, celle à laquelle vous avez pensé sans doute dès le début, pour ceux d'entre vous qui ont composé, c'est la question communautaire. J'en parlais avant l'introduction. Hein. La question communautaire, qui est que nos sociétés sont des sociétés alors devenues multiculturelles. Hein, Charles Taylor, assez récemment, hein, pour les sociétés européennes contemporaines. Et traversée d'affirmations identitaires, communautaires, qui aujourd'hui font que il y a, à côté de la promotion de la communauté nationale, de l'identité nationale, depuis l'invention de la tradition, hein, Eric Hobsbawm, depuis la fin du 19e, et ça c'est encore présent, le 14 juillet et tout ça. À côté de ça, il y a aussi l'affirmation d'identité particulière, spécifique à des groupes en raison de leurs origines, de leur religion, de leur appartenance territoriale, de leurs valeurs, de leur mode de vie, de leurs habitus, hein, de leur habitus. Et ces groupes-là, finalement, revendiquent l'affirmation de leur identité. Qui dit identité dit mémoire, dit mode de vie, dit affirmation du lien entre eux à l'exclusion du lien qu'ils peuvent avoir avec le reste de la société. Et les fêtes, donc, sont, on le sait, un élément d'affirmation d'une identité, d'une mémoire et d'une communauté. Et aujourd'hui, eh bien, on est concerné par ça. Par exemple, en particulier s'agissant des fêtes religieuses.
des fêtes qui jusqu'à maintenant faisaient relativement consensus, comme étant composante de l'identité de l'ensemble de la société, je dirais de l'identité nationale, de la vie de l'ensemble de la cité, eh bien aujourd'hui donnent lieu à polémique en étant considérées comme des fêtes communautaires ou comme le fruit d'une domination d'une certaine communauté ou d'un certain groupe sur les autres. Typiquement, les polémiques autour de Noël, qu'il y a eu cette année, sur la dénomination de Noël, sur la façon de marquer ou de fêter Noël dans un pays laïque. Et là où des questions ne se posaient pas, aujourd'hui, on renvoie Noël à une fête religieuse. Il y a une religion en particulier, enfin les religions chrétiennes, considérons que ça n'a pas à être partagé et que chacun, finalement, doit avoir ses fêtes et qu'aucun groupe ne doit imposer ses fêtes aux autres. On a aussi des tensions de plus en plus fortes à propos des jours fériés. Le Shabbat, le Ramadan, des polémiques autour de l'Aïd, la fête de l'Aïd, la fête de notamment la question du sacrifice du mouton, qui sert de plus en plus de prétexte ou de polémique, à la fois pour des discours islamophobes ou pour au contraire une affirmation radicale de la religion. Donc, les grandes fêtes qui fédéraient tout le monde, Noël, typiquement, ou le calendrier des fêtes, des jours fériés, qui est pour une large part un calendrier lié à l'identité catholique de la France, à son histoire, tout ça faisait consensus, et on considérait que la France avait eu une histoire qui était celle-là, et bien qu'étant un pays laïque, eh bien c'était traditionnel par rapport à l'histoire de ce pays que de fêter tel ou tel jour. Aujourd'hui, tout ça est contesté sur un mode de plus communautaire, finalement. Donc ça, c'est un fait. Et puis, dans ce cadre-là, des communautés qui jusque-lors revendiquaient assez peu la prise en compte de leur propre calendrier de fête, le revendiquent de plus en plus à égalité, ou en tout cas en considérant qu'elles sont discriminées par rapport peut-être aux catholiques. Voilà, donc des polémiques nouvelles qui apparaissent. Ça vaut dans le champ des fêtes religieuses, mais pas seulement. Dans les autres types de fêtes, il y a aussi de plus en plus des affirmations de communautés ou d'opinions, de groupes qui tendent à en faire plus un facteur d'affrontement ou de conflit que de cohésion. Je vais prendre deux exemples qui ont vraiment rien à voir, mais d'abord le 1er mai. Le 1er mai, au départ, c'était une fête effectivement du mouvement ouvrier, mémoire de la répression, de la première grève, etc., de la première internationale. Bon, peu importe, c'était la fête des ouvriers. C'est ensuite devenu une fête pour tous, et non plus seulement du mouvement ouvrier prolétarien opposé à la société capitaliste, à l'ordre capitaliste, mais une fête pour tous. Donc là, on est passé d'une fête propre à un groupe, à une communauté, à une fête, à une classe, diraient les marxistes, à une fête pour toute la société. Donc un facteur de lien social, tout le monde fête le 1er mai, je sais pas s'il y a des balles, mais en tout cas, bon, à côté on ne travaille pas, etc., etc. Très bien. Et on voit depuis quelques années qu'il y a finalement en France l'apparition de 2 1er mai, il y a une concurrence entre le 1er mai traditionnellement lié aux syndicats et au monde du travail, et le 1er mai, fête de Jeanne d'Arc pour le Rassemblement national, avec 2 défilés, 2 systèmes de valeurs, en opposition, en rupture. Et on voit bien que ce 1er mai du Front National, devenu Rassemblement National, a été fait par opposition, par volonté de constituer une alternative, un opposé au 1er mai des syndicats. Voilà. Et chaque année, il y a des affrontements même entre les 2 fêtes de 1er mai, entre les 2 cortèges à Paris. C'est systématique. Voilà finalement ce à quoi on aboutit. Autre élément, les férias. Les férias dans le sud-ouest, dans le sud de la France, des endroits où on pratique la corrida. Traditionnellement, les corridas, les jours de corrida étaient associés à des fêtes dans l'ensemble de feria, ça veut dire fête d'ailleurs, en espagnol, dans l'ensemble de la ville. Et la corrida était une partie
de la fête en général, à côté d'une fête foraine, voilà, bon, un peu une ambiance de carnaval finalement. Bon, ben aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de groupes, au nom de la défense des animaux, contestent ces fêtes et en font l'occasion d'affrontements. Et d'un côté, on a les défenseurs de la feria, les aficionados, pro corrida, et de l'autre, des groupes qui protestent, qui créent de la polémique, et qui font qu'il y a un clivage finalement. La fête qui était fédératrice devient un moment de clivage. Noël, qui était assez fédérateur, devient un moment de clivage. Le 1er mai devient un élément de clivage. Et les férias aussi. Voilà, donc là, il y a quand même une évolution, on voit bien, qui correspond à une évolution générale, de concurrence communautaire, de concurrence mémorielle, de concurrence de systèmes de valeurs, d'opposition, de conflit. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le communautarisme, l'évolution communautaire. Deuxième défi, c'est le petit frère du communautarisme, ça va souvent ensemble, puisque la plus petite des communautés, c'est l'individu. Donc deuxième système, l'individualisme. Voilà. L'individualisme, on se rappelle du slogan de mai 68, « Jouir sans entrave ». C'était jusque-là réservé aux jours de fête, précisément, aux jours de carnaval. La jouissance les mariages, on boit, on danse toute la nuit, etc. On crie, on chante. Jouir sans entrave, c'était le propre des jours de fête. Et on nous propose là d'en faire un mode de vie d'affirmation d'un individu qui doit pouvoir en permanence accéder à tous les plaisirs, finalement. Et ça, alors ça a été très analysé par beaucoup d'auteurs, bien sûr, L'ère du vide, Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman, La société liquide, où il n'y a plus de cadre, il n'y a plus d'obligations, il n'y a plus de règles, il n'y a que des individus livrés à leur pulsion. Et Jean Baudrillard, même dans La société de consommation, explique à quel point cette société est fondée sur l'excitation continue des individus. Voilà, on cherche à être excité en permanence, ce qui est le propre finalement ce qui était traditionnellement le propre des moments de fête. Des moments de jubilation, d'excitation, d'euphorie. On cherche en permanence à créer ce genre de sentiment. Et donc, ça aboutit finalement au fait que l'individu, dans son envie de faire la fête, admet, comme dans toutes ses autres envies, le droit à l'enfant et autres, admet de moins en moins, ou à changer de sexe, c'est fondamental l'individualisme, ou à s'enrichir. L'individu admet de moins en moins les limites qui sont nécessairement fixées à sa propre liberté. Voilà, fixées notamment par la liberté des autres, par l'ordre social, etc. Ces limites sont de moins en moins admises, de moins en moins tolérées. Le but de la vie, c'est de jouir sans entrave, serait de jouir sans entrave, et on ne peut faire la fête autant qu'on le souhaite. Alors bon, il y a un exemple, alors j'en parle là, à ce moment-là, mais on peut parler à plein d'autres endroits dans la copie, peut-être c'est celui des fêtes clandestines qu'il y a eu pendant la Covid, par exemple. C'est-à-dire, on a envie de faire la fête, on a envie de boire, on a envie de voir des gens, on a envie de vivre, nous embêtez pas, donc des fêtes clandestines et des rave parties. Alors les rave parties qui effectivement sont particulièrement emblématiques du fait qu'il y a un groupe une catégorie de la population qui veut absolument s'adonner à un certain type de fête et qui considère que c'est son droit finalement que de mener ces fêtes alors même que ça constitue souvent un trouble à l'ordre public, que ça s'accompagne de la violation d'un certain nombre de droits, le droit de propriété, le droit à la tranquillité publique, etc. Sans même parler du fait que, puisqu'on est dans la transgression, le but n'est pas de transgresser, le but c'est contrairement au 1B, le but c'est d'aller au bout de son plaisir finalement, et ensuite on va au bout de tout ce qui peut nous euphoriser et nous permettre d'en profiter sans autre considération, notamment de la législation sur les stupéfiants.
Voilà, au détriment même, non seulement du voisinage, mais aussi de sa propre santé. Voilà, et donc là, voilà, il y a l'individualisme, effectivement, donne à la fête un côté problématique. Assez lié à l'individualisme, je distingue ça en 3 défis, mais on peut regrouper soit les 2 premiers, soit le 2e et le 3e. Hein. Je parlerai de la société des loisirs, qui est une autre évolution de nos sociétés. C'est-à-dire que la société des loisirs, jouir sans entrave, effectivement, ça aboutit au fait que on cherche un idéal peut-être contemporain, c'est de faire de la vie une fête. Voilà, c'est-à-dire que c'est la fête tous les jours. On peut, alors au départ, on voit bien le dimanche, le samedi soir, avant les congés payés, le bal du samedi soir, c'était un moment de fête. Et puis le 14 juillet, des moments comme ça. Le dimanche aussi. Et puis ensuite, il y a eu les congés payés. Donc période pendant laquelle, pour ceux qui peuvent partir en vacances, on vit un peu de façon festive. Hein, voilà, bon. Et progressivement, aujourd'hui, c'est peut-être l'ensemble, l'idéal ou le paradigme, c'est que l'ensemble de la vie soit autant que possible sur un mode festif, sur un mode de plaisir, de sortie, d'euphorie, d'amusement, de distraction. Dès les années 20, hein, Huizinga parle de l'homo ludens, l'homme joueur, finalement, comme si nos sociétés, avant même 68, etc., étaient marquées, l'homme devient de plus en plus, il joue, en fait. L'idée, c'est le plaisir de jouer, de s'étourdir, de s'amuser, devient central, y compris pour les adultes et pour l'ensemble de la société. Hein, donc ça a annoncé la société des loisirs, et aujourd'hui, on peut être frappé par le fait que les fêtes foraines, traditionnellement, s'établissaient pendant les jours ou autour des jours de fête, hein, notamment le 14 juillet, le 15 août, etc. Bon, et aujourd'hui, on a abouti à la création des parcs d'attractions, Disneyland, Astérix, etc., et autres, hein, qui sont une véritable, qui sont des fêtes permanentes et qui constituent une véritable industrie, voilà, à grande échelle, internationale, un élément central dans cette société des loisirs, le tourisme, par exemple. Marc Fumaroli, dans l'État culturel en France, estime que le développement de la politique culturelle avec les musées, les salles de spectacle, etc., par l'État, au nom de la politique culturelle, a abouti à faire de la culture une annexe d'une immense industrie du divertissement. Voilà. Et donc, est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'est pas dans une logique où la fête, c'est un peu tous les jours? Voilà. On va pas faire de polémique et il faudrait pas que ça m'interprète, mais il y avait eu quand même un slogan à Paris, là, qui avait été mis en avant par la ville de Paris, notamment après les attentats, ressorti après la Covid. Paris est une fête. Voilà. C'est-à-dire la vie quotidienne peut idéalement être une fête tous les jours. Et donc cette société des loisirs, cette société du divertissement, elle rend plus confuse la distinction entre la fête et les autres moments de la semaine ou de la journée ou de la vie. La spécificité de la fête, comme un moment d'exception, un moment à part, devient de plus en plus confuse. Voilà, donc tout ça, ces éléments du 2A compliquent la question du rapport entre la fête et la vie de la société, le lien social. 2B, conserver la fête comme un élément du vivre ensemble. Voilà. Et là, il faut qu'on rappelle quand même l'importance, encore aujourd'hui, pour nous, que doit avoir la fête de façon constructive dans nos sociétés, constructive par rapport au vivre ensemble. Ce sujet est un sujet assez classique, même de la culture générale dans son ensemble, parce que finalement, quel est le sujet de la culture générale? Fondamentalement, c'est le vivre ensemble. C'est notre modèle de société, démocratique, républicaine, etc. C'est ça la culture G, et l'enjeu de la culture G. Et là, on est en plein dedans. Voilà. Donc la fête, un élément du vivre ensemble,
conserver la fête comme un élément du vivre ensemble. Il faut d'abord rappeler l'importance, effectivement, de réunir la nation, donc la société, autour, et donc pour conforter le lien social, autour d'une appartenance commune à la nation. Il y a cette notion de fraternité, et notamment qui passe par l'affirmation de ce qu'on a en commun, qui sont une identité, des valeurs, une mémoire. Et donc, il est important de continuer de se retrouver autour de grands événements. Évidemment, le 14 juillet, mais aussi, cette mémoire, elle est évolutive en fonction aussi de l'évolution de la société et de ses valeurs. Et par exemple, il y a le 10 mai qui est la fête de l'esclavage, de commémoration de l'esclavage. C'est un moment de mémoire. Et il y a le débat sur le fait d'en faire un jour férié ou pas. En tout cas, l'importance de se retrouver l'ensemble de la communauté autour de grands moments, et que si ça peut être des moments, alors comme le 14 juillet, parce que ce ne sera pas le cas pour l'esclavage, joyeux, heureux, qui rappellent notre mémoire et donc notre destin commun, parce que les deux sont liés. Il faut le faire à un moment où on voit bien quelles sont les forces centrifuges, alors on les a évoquées en dehors, parfois qui vont jusqu'au séparatisme, ou qui peuvent aboutir à contester des grands événements ou des grandes figures, à en déboulonner les statuts, qui constituent la mémoire nationale. Donc l'idée de se retrouver autour de ces éléments est essentielle au lien social à un moment où il y a d'autres forces qui tendent plutôt à le dissoudre. Voilà. Et il y a un équilibre à trouver, effectivement, dans des sociétés qui sont devenues multiculturelles, entre l'affirmation de la mémoire commune, de l'identité commune, des références communes, et le fait que ça ne doit pas être ressenti comme une discrimination par rapport à des croyances ou des mémoires particulières. Voilà, c'est toute la question, par exemple, autour de des racines chrétiennes de la France. C'est tout un débat, on n'est surtout pas là pour le trancher, mais est-ce que la France doit continuer à avoir un certain nombre de monuments, de fêtes mises en valeur parce qu'elle a une histoire chrétienne, et ça vaut ce qui concerne, et ses origines concernent tous les Français, quelle que soit leur confession, et ça nous concerne tous, c'est l'occasion à tous de se retrouver dans cette organisation du temps et de la société, ou alors, sans que ce soit forcément ressenti comme discriminatoire par rapport à d'autres communautés. Donc il y a un équilibre à trouver, mais les moments de fête où on se retrouve tous sont sans doute un élément important de la mémoire et de l'identité nationale. Ce qui est important aussi, c'est de conserver la fête comme un élément de lien social, non seulement de mémoire, mais aussi un élément simplement du vivre ensemble au quotidien. Notre société est affectée par ce que Jérôme Fourquet appelle une tendance à l'archipélisation. Première tendance, les groupes ont tendance à s'isoler, à se retrouver dans le même milieu socio-culturel, socio-économique, ethnique, sur des territoires. La fête, c'est précisément ce qui est très intéressant dans la fête, c'est son caractère holistique. La fête, en principe, associe tout le monde. La fête dans une ville, la fête dans un village, ça concerne tout le monde. Et ça permet de faire vivre ensemble, positivement, des personnes qui, normalement, auraient tendance peut-être à rester dans leur milieu. Et ça, c'est un élément qui doit continuer à être promu. C'est évidemment... donc on peut se féliciter de tout ce qui est les fêtes de village, les fêtes municipales, les fêtes votives, comme on dit, qui sont une occasion de tout cela. Mais qui restent souvent liés au milieu rural. Ce qui est intéressant, alors les grands carnavals, effectivement, dans les villes qui en ont, Nice ou dans le nord de la France, Dunkerque en particulier, ces grands moments-là, traditionnels, et puis on peut qu'encourager ou se féliciter de voir qu'au milieu urbain, on a créé, par exemple, la fête des voisins. Alors que dans le mode de vie urbain, les gens ne connaissent pas leur voisinage. La fête des voisins, la fête du style ou les manifestations autour de, par exemple, j'aime ma boîte. Voilà, donc il y a une journée dans l'entreprise où on fait quelque chose qui peut être quelque chose de festif.
Tout cela, c'est une façon d'associer tout le monde largement autour d'un événement qui rappelle notre appartenance, etc. Et c'est quelque chose qui est important pour le lien social du quotidien, qui est précieux dans une société marquée par l'individualisme, l'archipélisation, le repli sur la sphère de l'intime, hein, voire sur des réseaux ou des liens qui ne sont pas dans le voisinage du quotidien, dans le monde réel, mais qui sont des réseaux virtuels ou des groupes virtuels, notamment à travers les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un élément important de vivre ensemble, qui participe d'ailleurs en France, et qui convient d'être encouragé, globalement du dynamisme du secteur associatif, hein, qui, au-delà de l'organisation de fêtes, permet dans la société civile à des personnes de se retrouver, de s'organiser, souvent au-delà de différences, autour d'intérêts communs, pour vivre et agir ensemble. Et tout cela doit être conservé. Dernier point, bien entendu, il faut, dans un contexte marqué par l'idée de jouir sans entrave, le culte de la jouissance, des loisirs, du plaisir, de l'hédonisme sans limite, il faut aussi limiter les troubles à l'ordre public, tranquillité publique, santé publique, la commission d'exactions, de délits de tous ordres, voire de choses mortelles, hein, les accidents alcoolisés, les overdoses d'acide dans les rêves, les agressions sexuelles qui peuvent aller jusqu'au viol. Voilà, il faut limiter au maximum quand même peut-être le risque d'une surenchère de violence et de dommages à la société qui peuvent être occasionnés à l'occasion des fêtes. Voilà. Bien sûr qu'il y a toujours une certaine tolérance, c'est le propre des fêtes, cette idée de transgression de la vie en société ordinaire fait toujours partie de la définition de la fête, mais il y a un risque peut-être de surenchère et d'absence de limite auquel il faut prendre garde. Bien entendu, la fête doit rester un moment joyeux et heureux, fondamentalement. Voilà ce que je vous propose comme dissertation. Un élément, juste je remonte à l'introduction sur définir la fête. Il n'y a pas de définition de la fête stricto sensu. On va en fabriquer une, hein, dans l'introduction, vous en fabriquez une. Je crois qu'il est important dans cette introduction parce que ça ressort tout le temps au cours du devoir, de bien rappeler que la fête, c'est pas simplement une commémoration, un jour à part, un événement à part. Ça l'est, premier critère, mais il y a aussi le critère de quelque chose de joyeux. Joyeux. Heureux, joyeux. Voilà, on insiste beaucoup sur des sentiments positifs. C'est-à-dire qu'on ne fête pas alors d'ailleurs c'est amusant parce que l'abolition de l'esclavage par exemple, plutôt fin mai, d'ailleurs c'est le 26 mai, c'est un jour férié, chômé, assez joyeux aux Antilles, alors qu'ici c'est la mémoire de l'esclavage et du point de vue du français métropolitain c'est plutôt un moment de recueillement et de culpabilité. Finalement, vous voyez, la mort, l'enterrement, chez nous, ça donne pas lieu à des fêtes, officiellement, même s'il peut y avoir des repas de famille un peu chaleureux derrière, alors qu'on sait bien qu'en Amérique du Sud, au Mexique en particulier, il y a la fête des morts. Finalement, c'est pas le jour de l'enterrement, mais la fête des morts fait qu'il y a un lien avec le cimetière, avec qui peut être festif. Donc ça dépend des cultures. Mais voilà, le côté quand même joyeux et festif, qui fait que toute commémoration n'est pas fondamentalement joyeuse. On va parler de fête lorsque c'est joyeux. Voilà. Alors c'est vrai que tout ça est un peu subjectif, mais c'est pas pour rien si les œufs de Pâques c'est plutôt le lundi, hein, parce que la crucifixion de Jésus, le vendredi, c'est plutôt la tristesse, le recueillement. Et on mange maigre en souvenir du dernier repas. Il y a une forme de tristesse. Finalement, Jésus va souffrir, va être crucifié
3 jours après, il ressuscite, alléluia, et là, c'est la fête pour les petits-enfants, les chocolats, le plaisir, etc. Voilà, donc il y a le côté joyeux, hein. Toute commémoration, tout rassemblement autour d'éléments communs n'est pas une fête. On parle d'une fête de mariage, on ne parle pas d'une fête d'enterrement. Voilà, donc c'est juste cet élément-là qu'il faut bien distinguer, cet élément joyeux, qui justement peut être joyeux pour les uns et pas pour les autres. La question de la feria, la question du 1er mai repose tout cela, bien entendu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet, déroutant en apparence, pour un concours sérieux, mais finalement très classique de la culture générale.